Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Le visage éteint, ils poussaient leur chargement jusqu'au point de stockage. Ce charbon servait ensuite à alimenter de gigantesques machines qui produisaient les profits des capitalistes. Les mineurs, comme on le voit chez les prisonniers de longue durée, avaient le visage bouffi, terne et jaune, un air toujours absent. Le manque d'exposition à la lumière du jour, l'air chargé de scories et de gaz toxiques, les changements de température déréglaient à vue d'œil leur organisme. Pour 7 ou 8 ans de travail à la mine, si tu cumules toutes les heures passées au fond du trou, dans l'obscurité totale, ça fait bien l'équivalent de 4 ou 5 ans de temps. Tu réalises ce que c'est 5 ans sans voir le soleil. Pourtant, quoi qu'on fasse, cela importait peu aux yeux des patrons qui pouvaient s'approvisionner quand ils le souhaitaient en main-d'œuvre nouvelle. Quand arrivait l'hiver, les travailleurs affluaient vers la mine comme prévu. Voilà ce qu'on lit dans Le bateau-usine de Kobayashi Takiji. C'est un auteur japonais. Ce texte a été écrit en 1929. Il est publié aujourd'hui, republié aujourd'hui par les éditions Alia. Ça fait partie de ce qu'on a appelé le roman prolétarien. Et aujourd'hui, on va parler de cette misère-là. Je ne suis pas sûr que les choses aient grandement changé quand on voit que le libéralisme s'est un peu sophistiqué, ou quand on voit les revenus ou le manque de vergogne de certains patrons, notamment ceux qui travaillent à mi-temps. Hein. Merci d'être avec nous, Jacques Weber, Françoise Davis, pour un documentaire, pour une pièce de théâtre. C'est du Beckett. On insiste sur le silence chez Beckett, hein. On en parlait juste en préparant l'émission. Voici le sommaire de cette émission. Au jour le jour, au fil des victoires et des découragements, des promesses et du blabla patronal et gouvernemental, Françoise Davis documente une lutte ouvrière et syndicale, celle des salariés de PSA Aulnay, contre la fermeture de leur usine. Le film s'appelle Comme des lions. La bataille a été rude, épuisante, l'usine a fermé, de maigres compensations ont été obtenues, mais quelque chose s'est surtout dit là d'une victoire du collectif. Il est vieux, clochard, au bout de sa mélancolie alcoolique, se goinfre de bananes. Sa vie, il se la repasse en boucle sur son vieux magnétophone. Beckett a écrit La dernière bande en 1959 pour dire la vieillesse face à son gouffre et à sa nostalgie d'anciennes amours. Weber est le vieux crape, délibérément clownesque, dans son incarnation d'une décrépitude qui va au-delà de l'absurde, cher à Beckett. Le comédien est complet et méconnaissable dans cet ailleurs qui lui va comme une misère. Musique dans l'émission avec le rappeur Cash Leon. Il était salarié chez Peugeot. Dans sa lutte, il a signé « Ça ne peut plus durer ». Ça n'a pas duré. Démo de minuit, opus 535. Françoise Davis, un documentaire, ça s'appelle Comme les lions. Comme des lions, pardon. C'est tout le conflit social chez PSA. Ça a duré 2 ans. Ça a laissé quelques personnes sur le carreau. C'est un film de 2 heures. On va en parler. Jacques Weber, Beckett. C'est du connu, Beckett, chez vous. C'est des retrouvailles. Qu'est-ce que c'est que ce texte-là, qui est un texte court? Connu pas tellement, parce que La dernière bande. J'avais essayé de le dire une fois dans l'Innommable, mais Beckett ne voulait pas que ses textes soient mélangés avec d'autres auteurs. Donc j'avais arrêté très vite. Et puis là, je suis parti sur ce texte absolument prodigieux, enfin rare, qui a été écrit dans les années 60, donc plutôt dans le début de sa carrière, première moitié de sa carrière. Mais j'y suis allé parce que j'étais accompagné d'un très très grand metteur en scène, qui est le maître des maîtres, les Planchon, les Chéreau et tout le monde, le Peter Stein. Et je pense qu'il faut vraiment avoir un grand maître pour vous accompagner sur une œuvre aussi délicate, méticuleuse, difficile. Voilà. Mais ce qui est tout à fait bouleversant, c'est que Beckett
avant d'être l'immense romancier, l'immense auteur qu'il est un homme qui, je crois, connaît et s'amuse, jouit de toutes les règles du théâtre, quelle que soit sa forme, même le théâtre burlesque, il connaît très bien. Et et son bouquin est plus chargé de didascalie que de textes, d'indications que de textes, absolument incroyable. Et les deux mots que j'ai notés en voyant votre pièce comme ça sur le programme, c'est méconnaissable et clown. Mais on y reviendra. Question à l'un et à l'autre. Qu'est-ce que vous pensez du roman prolétarien? Donc je vous disais Takiji en c'est forcément très beau. Après, moi, j'ai plutôt, je préfère quand c'est gay, quoi. Parce que le monde populaire, c'est un monde qui a donné aussi beaucoup de visions énergiques, belles du monde. Il y a de l'énergie dans le bateau usine. Et voilà, moi, il faut jamais mélanger la misère et les gens qui vivent dans la misère qui, eux, sont des personnes à part entière. Et donc, souvent, j'ai remarqué surtout maintenant, hein, on mélange un peu... on dirait que les ouvriers, ils meurent en permanence, quoi. Bon, bah, moi, je suis en Seine-Saint-Denis, et je peux vous dire qu'ils sont jeunes. On dirait que les ouvriers et en bonne meurent en santé. permanence. Oui, on parle toujours de la mort, du travail, des ouvriers, etc. Ils sont, si on prend la catégorie sociale dans son ensemble, ils sont 30% de la population. Bon, ils sont 2% à la télé en représentation, mais ils sont 30% de la population. Ils ont, même pour le cinéma français, donné des personnages fabuleux, parce qu'ils ont une langue, des langues, parce que bon, en Seine-Saint-Denis, il y a plein de façons de s'exprimer, super riches. Et ça, c'est toujours un peu anxiogène. En tout cas, dans la société française, on dirait que si ça va être les ouvriers, ça va être triste, quoi, ça va pleurer. Et bon, moi, je trouve que ça pleure pas. Ce qui pleure, c'est le système dans lequel on les fait avancer. Ça c'est clair. Jacques, pour vous, le mot prolétaire a un sens? Oui, encore un sens, enfin le mot ouvrier. Moi, ce qui me gêne surtout, c'est la classification roman prolétarien, quoi. Oui, non, mais bon, c'est... Non, mais hein, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas... Oui, mais c'est sur des codes signifiants, enfin, sur des codes qui en disent long. La vie est là, quoi. Elle est là dans l'horreur de la soumission de ce système qui en plus te prend de plus en plus de place. Enfin, je veux dire que moi, il faut à tout prix que les gens s'expriment de plus en plus, écrivent de plus en plus, mais pas s'expriment par l'intermédiaire d'un interview de 5 minutes complètement manipulé, s'expriment en écrivant, en faisant de la musique, en parlant, en allant place de la République, partout, maladroitement au début peut-être, puis que ça se structure et que ça passe sans doute par le roman, mais c'est indispensable. Car là, on est vraiment dans la régression la plus absolue. C'est quelque chose d'inimaginable. Et on dit, ah bah, cette espèce de fatalisme, ce pragmatisme niais, quoi. Ah bah, on peut pas faire autrement. Mais c'est extraordinaire. C'est parce qu'on ne fait pas autrement que on est de plus en plus dans... Enfin, pas nous, parce que nous sommes des privilégiés absolument. Nous sommes d'accord. Mais voilà, quoi. Donc je pense que c'est extrêmement nécessaire que cette parole soit là. Et c'est vrai ce que vous dites, il y a des langues là-bas. Je dis là-bas parce que c'est un monde que je connais pas bien, hélas. Je connais par la lecture, mais qui sont absolument prodigieuses. Ce monde, vous nous permettez de le connaître, puisque pendant 2 heures, et pendant 2 ans de votre vie de documentariste, vous avez tourné les gens qui sont acteurs et sujets d'un conflit social. Alors, un mot sur la méthode, c'est-à-dire que vous signez l'image, vous signez l'idée, vous signez le son aussi, j'ai vu Françoise Davis, qui est sans doute pas évident. Or, ce qui est très étonnant, c'est que le son est quasiment toujours bon. Mais comment vous faites les deux en même temps? Donc, un mot sur comment est-ce que vous y allez, comment est-ce que vous avez accès à l'intégralité de ce conflit social. On vous laisse entrer et vous êtes là tout le temps. Ou enfin, en tout cas, il y a cette présence de votre caméra qui a dû à un moment se faire oublier, j'imagine. Et puis le fait que vous tendez le micro aussi. Donc, comment est-ce que vous vous mettez en disposition d'être dans ce conflit? Alors je pense que c'est d'aller filmer à égalité, c'est-à-dire que je leur propose, hein, c'est moi qui leur ai proposé, hein, c'est pas eux qui sont allés me chercher, je leur ai dit voilà. Quand vous dites eux, c'est... Alors au départ, c'est ceux qui ont sorti le plan secret, il y avait un plan secret de la direction annonçant la fermeture, donc des syndicalistes, et je leur ai dit moi, je veux savoir ce que c'est qu'une bagarre. Vous engagez une bagarre, moi je veux montrer ce que c'est qu'une bagarre, puisqu'on dit que ça sert à rien, que c'est pas bien, etc. Je veux voir ce que c'est, je veux
voir vos stratégies, je veux voir de l'intérieur comment ça se construit. Puisque là, l'idée, c'était de construire cette bagarre-là. Donc, ils ont dit oui. Et je pense que c'est... Après, j'ai une caméra qui est une caméra habituelle, hein, que tout le monde utilise maintenant. Un micro dessus et puis un micro sans fil que je mets sur l'un ou l'autre des salariés quoi, qui veulent bien le prendre. Et puis après, la question, je pense que c'est une question de rapport. C'est-à-dire, moi, je bouge beaucoup, je suis là, je ne me cache pas, je discute à égalité, je perds mes affaires, ils les ramassent. Enfin, il y a un rapport qui se crée, qui est un rapport de travail pour moi, et je ne cache pas que je travaille, et comme c'est des gens qui travaillent, de rencontres, je dirais de rencontres, voilà, de rencontres, et où je suis témoin de ce qu'ils vivent, sans être dans un regard un peu supérieur que peut avoir des fois le contact entre le monde des médias et le monde ouvrier. On va prendre un extrait de votre film. Donc, on est chez PSA, on est à Aulnay. Il y a un plan de la direction pour supprimer plusieurs centaines, plusieurs milliers d'emplois. 8000. Hein, et on va avoir une grève de 4 mois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est à la charnière de 2 présidences. Donc le président Hollande arrive. Enfin, en tout cas, il y a un candidat Hollande qui traîne dans les parages. On va voir ce qu'il va en advenir dans votre film. On regarde un extrait de la bande-annonce. Ce matin, est-ce que vous avez ordonné la poursuite de la grève aux vôtres? Tout d'abord, je n'ordonne rien du tout, c'est les salariés qui décident. Bien sûr. Vous en êtes fier? Bien sûr, fier de faire cette grève, c'est énormément de courage. La contestation, Jean-Pierre Mercier, elle est utile, mais les cris, les invectives, les menaces, les coups le sont beaucoup moins. Vous voyez, là moi je vous ai répondu, et puis vous avez le dernier mot. Non, je dis ça, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça. Dans une grève, ce qui compte, c'est qu'on trouve la solution et qu'on trouve le chemin ensemble. Après le 6 mai, si les Français me choisissent, nous aurons rendez-vous. La lutte, c'est bien souvent d'abord se la faire dans la tête. Hein. Pourquoi? Pas trop fatigué? Bonne forme. Eux sont bêtes, nous on est intelligents. Pour moi, personnellement, on est plus intelligents qu'eux. Parce que nous on arrive à dire non. Vous êtes l'État, bordel. Vous avez quand même du poids. Un message à Madame l'huissière. On n'est pas des gens de cité 1. Premièrement, si vous pouvez aller nous consulter nos casiers judiciaires, tralala, c'est vierge. Ils sont vierges, madame. On est des ouvriers. Ça fait partie de l'intimidation. Ça fait pas peur, mais ça énerve. C'est l'image de nouveau gouvernement. C'est l'image de Monsieur le Président. Voilà. C'est l'image. Voilà qui donne un peu quelques idées de votre film. Volonté d'optimisme, si je remonte comme ça, la qualité d'ouvrier, on est des ouvriers, c'est quelque chose qui se dit, donc il y a la revendication d'une identité. Si je remonte encore, on va avoir la longueur du conflit, les différents modes d'action, les stratégies, etc. La rencontre avec des personnes, et notamment avec des gens issus de l'immigration. Hein, et puis, c'est intéressant que l'extrait qu'on a choisi commence avec El-Kabbach, Jean-Pierre El-Kabbach, mon confrère Jean-Pierre El-Kabbach, qui lui assigne aussi des rôles à ceux qui font grève, c'est-à-dire qui sont violents. La violence. Ouais. Donc vous questionnez aussi dans votre film l'écho médiatique qui est fait au combat. Est-ce qu'on peut décortiquer un petit peu? C'est vrai que c'est un peu comme un conflit, en fait, c'est comme une pièce de théâtre. Hein. Il y a des actes obligés, il y a l'accusation de violence, il y a les signatures des autres syndicats, il y a le gouvernement qui dit qu'il se battra et puis qui ne se bat pas. Et puis, ce qui n'est pas écrit, c'est ce que vont faire les ouvriers, justement. Et l'affirmation d'ouvrier, c'est parce que la bagarre, et puis on le voit en ce moment, c'est de se dire oh là là, bon, bah, l'entreprise, il y a bien des décisions à prendre, il faut faire confiance. En qui on fait confiance? Si on fait confiance à l'entreprise, au patron, etc., on est des opérateurs, des bons opérateurs dans une entreprise avec qui tout le monde est dans le même bateau. Et puis, si on fait confiance, si on se fait confiance, et si on fait confiance aux collègues autour, là on devient des ouvriers. Et c'est un peu ça que raconte le film, c'est cette bascule entre un monde et un autre, et donc ils affirment on est des ouvriers à l'inverse de la manière dont on est présent, c'est-à-dire c'est pas la violence, c'est pas des victimes, c'est des gens debout
qui se battent pour leurs intérêts, qui ne sont pas forcément les intérêts de tout le monde. Vous montrez bien d'ailleurs la dissociation, c'est-à-dire que quand on décide de faire grève, on sort de cette communauté à laquelle on appartenait, et communauté dans laquelle il y a aussi une maîtrise, dans laquelle il y a aussi des cadres, il y a aussi un patron, donc l'entreprise. Et l'entreprise n'a plus de sens quand on décide de s'en sortir pour faire grève. Alors il y a une vraie contradiction, parce que ceux qui détruisent l'entreprise, hein, c'est toute la séquence du début, ceux qui détruisent l'entreprise, c'est quand même ceux qui la possèdent, mais en revanche, ils font comme si cette entreprise, c'était un tout global, cohérent, et tout d'un coup, le pas qu'il faut franchir et qui est dur à franchir. On voit vraiment en ce moment avec la loi El Khomri, le pas qu'il faut franchir, c'est de se dire au final, j'ai quelque chose à dire, moi, comme salarié, qui n'est pas forcément la même chose que ce qu'on me raconte dans l'entreprise. Et franchir ce pas, c'est libératoire comme pas possible. Donc c'est pas que mon film est optimiste, c'est que c'est vraiment libératoire de franchir ce pas, puisque tout d'un coup on dit je et nous, mais quand on ne le franchit pas, on angoisse parce qu'on se dit mais alors on va aller chez ces violents, chez ce monde sans direction, quoi, hein, parce que c'est le cas, hein, c'est un monde sans direction, puisque la direction, elle se fait un bonhomme, une voix, à égalité, et que c'est vraiment une autre forme d'organisation du monde. Hein. Comment êtes-vous sorti, vous, de ce que vous avez vu? C'est-à-dire qu'il y a une volonté de montrer, les représentants du capital de manière très évanescente. Oui, c'est fond noir. De temps en temps, quoi, hein, on ne les voit pas, donc on est au cœur du mouvement ouvrier. Ce qui va sortir de ce conflit, je redonnerai les chiffres tout à l'heure, c'est très peu. En revanche, la charge symbolique ou la charge signifiante, on a l'impression que c'est ce que vous donnez, sauf que comment je peux la vivre, comment je peux la recevoir quand je suis ouvrier comment vous faites une tournée en France actuellement, donc vous en parlez beaucoup. Comment est-ce que le monde ouvrier s'approprie le signifiant de ce film-là? Déjà, il a du mal parce que c'est difficile d'aller voir un documentaire, hein, il faut quand même le reconnaître. Donc, c'est pas forcément. Alors, quand il y a, c'est vrai que quand il y a les syndicats qui proposent de venir, là, ça se passe super bien. Donc, c'est un film qui donne de l'énergie. D'autant plus que souvent, les gens y vont, en effet, en pensant que c'est une fermeture d'usine, donc ça va être un peu anxiogène, etc. Et en fait, c'est. Moi-même, j'en suis ressortie comme ça, et je pense que les spectateurs en ressortent comme ça donne confiance en soi-même, mais qu'on soit ouvrier ou pas. C'est-à-dire se dire, mais au final, alors c'est un peu... Je peux prendre mon destin en main, enfin en tout cas, je peux essayer dire, un moment d'être... Je peux formuler ce que je pense, c'est pas complètement idiot, c'est surtout pas moins idiot que ce qui est en face, ce qui est quand même assez fort, parce que ce soit en effet le gouvernement, et c'est pas un film, enfin moi j'ai pas voulu faire un film de caricature, j'ai été voir le gouvernement pour dire moi ça m'intéresse de voir comment vous travaillez, etc. Mais ce qui en ressort, bon, et c'est pas que mon film qui ressort ça, c'est une continuité de mensonges et de renoncements pendant 2 ans, du côté de mensonges du côté de la direction, et de renoncement du côté de l'État, et avec une faiblesse d'arguments qui sont entre guillemets les éléments de langage. Et les ouvriers, ils n'ont pas d'éléments de langage. Ils ont un langage qui se construit ensemble et individuellement. Et donc, pour quiconque voit le film, c'est vrai que c'est un moment d'énergie, qui n'est pas un moment de naïveté, oh là là, tout est beau, c'est pas ça, hein, on va le voir sur le bilan, c'est pas du tout ça. Mais c'est simplement de se dire un truc auquel on ne pense pas, c'est que quand on se défend, quand on se lève, on gagne ce qu'on gagne. Mais quand on ne le fait pas, on souffre vraiment, quoi. Et il faut imaginer une usine qui ferme sans que personne ne dise rien. Ils sont écrabouillés, les gens, quoi. Écrabouillés. C'est pas vrai que le patron va s'occuper d'eux, quoi. Et donc, c'est vrai que... C'est même plus paternaliste. Mais non. Et donc, eux, au moins, ils ont été jusqu'au bout de ce qu'ils pouvaient gagner. Donc, ils sont vainqueurs de ce point de vue. Je trouve qu'il y a une très, très belle image dans votre film. C'est ce moment où, effectivement, on fait appel à d'autres cadres dans d'autres usines, à une autre maîtrise, pour permettre aux non-grévistes d'accéder à l'usine. Et à ce moment-là, il y a un gréviste qui s'adresse à un jaune, enfin, en tout cas, un contremaître briseur de grève. Et cet homme a la larme à l'œil. Enfin, et c'est étonnant parce qu'il se tait. Manifestement, il a reçu des consignes de silence. Et en même temps, on voit bien que par rapport au discours qu'il reçoit, il a l'œil qui se voile, et cette image est étonnante, quoi, étonnante. Elle dit quelque chose de la manière dont on peut abîmer les hommes, en tout cas, ou les dresser les uns contre les autres. Ouais.
Oui, les dresser les uns contre les autres, hein, c'est toute la division. Et puis moi, j'ai voulu faire aussi, c'était très important pour moi de faire un film vraiment de cinéma, c'est-à-dire avec des images belles, qui ont du sens, qui ont de la force, quoi. Que ce soit pas souvent, il me semble enfin peut-être pas souvent, mais quand on fait des films sur les luttes, c'est un peu, bon, on verra bien ce que ça donnera, quoi. Et je trouve que non, quoi, le monde ouvrier et le monde des salariés a besoin de films où des films, quoi. Des films prolétariens. Non, des films prolétariens, si vous voulez, mais au moins, ouais, si c'est un genre, pourquoi pas. Qu'est-ce qui fait votre sensibilité? Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens, c'est les filmer à égalité, c'est-à-dire de montrer comme l'intelligence des personnes, elle est, en effet, c'est de l'optimisme, elle est fabuleuse. Et j'ai commencé, moi, en filmant des gens en grande difficulté sociale, avec un médecin qui s'appelait Maurice Titran. Et c'était vraiment... Moi, ils m'ont appris ça. Ils m'ont appris que c'est pas parce qu'on n'a pas le statut social, qu'on n'a pas la langue et l'intelligence pour défendre sa vie. Et donc, j'ai fait beaucoup de films sur le rapport des gens aux institutions. Ben là, c'est un pas de plus, puisque eux, ils s'engagent, ils décident tout seuls de se mettre en bagarre. C'est pas à moi d'aller les chercher pour qu'ils puissent dire leurs mots, quoi. Se mettre à la hauteur, ça me fait toujours penser à ce que me disait quelqu'un que vous avez connu d'ailleurs à France 2 ou Antenne 2, qui était Pascal Stelletta. Et se mettre à la hauteur, c'est intéressant. Je disais, comment tu fais pour filmer les enfants? Et il dit, je m'agenouille. Ah oui. Bon, non, mais faut voilà, être à hauteur. C'est évident pour des gens du métier, mais bon, ça dit tout, ça dit tout aussi. Je voudrais vous faire écouter quelqu'un qu'on recevait, qui a été au cœur de ce conflit, qu'on recevait dans l'émission il y a quelques mois. C'est Ghislaine Tormos. Son livre, elle avait écrit avec Francine Raymond chez Don Quichotte, « Notre travail coûte trop cher, disent-ils, le salaire de la vie ». Et on l'avait reçu à l'occasion de la publication de ce livre. C'était il y a peut-être un an maintenant, au moins un an. Et je voudrais qu'on l'écoute sur ce qu'elle nous disait, enfin sur un extrait de ce qu'elle nous disait à ce moment-là. Écoutez-la. Les ouvriers, on leur a surtout appris à ne pas connaître leurs droits. On cache la vérité. C'est par manque de savoir, d'une certaine culture aussi syndicale. Un ouvrier ne sait pas la plupart du temps qu'il a des droits, qu'il a les droits de revendiquer, qu'il peut dire non. Et c'est souvent comme ça qu'ils sont écrasés. Et heureusement qu'il y a des syndicats, qu'il y a des syndicalistes, quels qu'ils soient, dans les usines, justement pour défendre ces droits-là. Et moi, c'est ça. J'aimerais qu'ils apprennent à dire non quand ils sont sûrs de leurs bons droits. Et nous, on essaye de leur amener justement cette culture en leur disant « Vous avez le droit de dire non, bon Dieu, vous n'avez pas Dieu tout-puissant au-dessus de votre tête. » C'est ça. Je voudrais que les gens apprennent à dire non. Surtout quand on sait que c'est des adultes, c'est des parents, ils ont des familles, ils ont des enfants. Et de voir des enfants, ben, lapsus est révélateur, hein, on a infantilisé ces gens-là à un point, c'est phénoménal, quoi. Plus que ça, même, moi je dirais, y a une question d'imaginaire. Là, en ce moment, on est en plein dedans sur la loi El Khomri. Je pense qu'une grande partie des habitants de notre pays, ils n'imaginent même plus ce qu'on veut dire quand on dit « il faut se battre ». C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai fait des images aussi. C'est des images que la plupart des gens d'ici n'ont pas vécues, ne connaissent pas. Et donc quand les syndicalistes, à juste titre, disent « faut se battre, on peut gagner, c'est scandaleux, 49.3, etc. », il y a un imaginaire qui manque. C'est-à-dire, mais ça veut dire, au fond, ça veut dire quoi? On va gagner quoi? Qu'est-ce que ça veut dire se battre? Et les autres, ils vont réagir comment en face? C'est cet imaginaire-là qu'il faut remettre en scène. Alors, chez vous, chez nous, chez vous, enfin partout, quoi. C'est vraiment. Et chez les économistes aussi, parce qu'on voyait dans l'émission, il y a Anne-Laure Delatte, qui est une très jeune économiste, qui travaille notamment aux États-Unis. Et voilà, il faut réinventer. En tout cas, il faut redonner à chacun la possibilité de trouver une identité dans ce bordel ambiant. Hein. Ouais. Passez-moi la trivialité. Parce que moi, je suis en Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis, la parole, le fait de discuter, etc., est vraiment quelque chose qui existe partout. C'est vraiment un endroit où on se parle. Et pourtant, c'est l'endroit le plus muet de France au niveau de ce qu'il se fait entendre. Et la fois où il s'est fait entendre, c'était sans doute les émeutes, et on les a vite démolis. Et donc, faut aussi faut qu'eux croient que leur parole est bonne, et on leur dit qu'elle n'est pas bonne, mais il faut aussi qu'elle soit reconnue comme étant une parole réelle. Jacques Weber, sauf dans les pièces de Beckett où il y a le silence, je disais tout à l'heure, vous êtes de la parole.
Quand vous entendez Françoise Davies dire mais la question de la parole, elle est où la parole aujourd'hui dans la société française, à part Place de la République? Je crois surtout qu'elle est... Il y a quelque chose que j'entends dans tout ce que vous dites, c'est à quel point certains ont décidé qu'ils avaient la parole juste, exacte, intelligente, qui détient et qui détend et qui peut parler culture, et puis l'autre parole sauvage, inepte, imbécile, l'état sauvage, quoi, le bêta. Donc voilà, c'est de plus en plus préhensible, ça. Lors même que, moi je sais, j'ai des gens très proches qui ont essayé de constituer des ateliers d'écriture, des ateliers de philosophie dans des lieux défavorisés, dans des banlieues. Il n'y a pas de fatalité du tout. Il n'y a pas une fatalité définitive de l'abêtissement, de l'abattement, et tout, pas du tout. Simplement, il faut savoir que parfois, des gens avec des mots beaucoup plus simples, avec quelques mots justement, ce qui est très difficile, arrivent à des raisonnements extrêmement fins, clairs, forts, justes et intelligents. Il s'agit de... Enfin, l'intelligence est partout et partagée, mais elle n'a pas forcément le même langage. Le problème à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une bande de gens qui ont décidé définitivement, comme c'est une espèce de marquisat du goût et du pouvoir, qui édicte que ça c'est cultivé, ça ne l'est pas, ça c'est intelligent, ça ne l'est pas. Et tout le monde se fait piéger, pour ne pas dire autre chose, là-dedans. Ça, c'est une des vraies grandes catastrophes et une des vraies grandes victoires. Je ne sais plus quel est le milliardaire, très d'ailleurs extrêmement cynique et parfaitement lucide, qui a dit la vraie guerre, c'est la guerre des riches contre les pauvres. Nous sommes en train de la gagner. Il l'a dit carrément, nettement. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et ça commence comme ça, je crois. Question citoyenne, c'est même pas une question de fait divers ou une approche démagogique. Quand on voit un patron, un dirigeant d'entreprise gagner beaucoup d'argent, c'est Carlos Ghosn, hein, le scandale ou la polémique, le buzz. On va l'écouter, on va écouter le sujet qui en a été tiré à 20h, chez France 2 justement, Carlos Ghosn. C'est pas moi qui fixe ma rémunération, c'est le conseil d'administration qui la décide. Les choses les plus importantes aujourd'hui, c'est que Renault va bien. Voilà, donc c'est pas moi qui fixe ma rémunération. Arrêtez, c'est à vomir, point final, quoi. C'est dégueulasse. Ça me rappelle l'autre film qui est remarquable et qui fait un succès, ce qui en dit long, c'est Merci Patron. Où, paf, ils sont dénoncés, ils sont pris les pieds dans les mains dans la merde, quoi. Et il faut arrêter de faire des discours là-dessus. C'est quasiment dégueulasse. C'est à vomir ce que dit ce bonhomme. C'est d'un cynisme absolu, total. Il n'en a rien à foutre de la chose humaine, quoi. Alors après, on va dire, oh voilà, t'es à l'ancienne d'une espèce de... Non, c'est pas l'ancienne, c'est le meilleur mi-temps de la Terre, hein. Tout ça. C'est surtout que ça veut dire quand même, c'est un peu comme les footballeurs. Parce que si, moi, Carlos Ghosn, je ne sais pas combien il gagne, mais en tout cas, Tavares maintenant, qui gagne pareil, à PSA, qui s'est doublé son salaire par rapport à celui de Varin, donc c'est 14 500 € par jour. Ça veut dire qu'il rapporte encore plus à ses actionnaires. Ça veut quand même dire que c'est des masses d'argent qui sont capturés, hein, comme des vampires, quoi, sur le fait, par exemple, de fermer les usines, qu'ils considèrent comme un investissement, quand même. Fermer une usine. Et Ghosn, comme Tavares, comme Varin, c'est des spécialistes du conflit social, de l'organisation, de la destruction de l'industrie, quand même. Donc ce qu'on trouve très bien chez Michelon, hein, l'entreprise liquidée, la finance contre l'investissement, de Tristan Auvray, Thomas Dallery et Sandra Rigaud, ça dit bien ça, et notamment le fait que les dirigeants d'entreprise, qui avant étaient des salariés, même grassement payés, mais étaient des salariés, avaient une vision à long terme, aujourd'hui sont devenus des petits capitalistes. Des démolisseurs. Et puis dans l'information qu'on nous donne, vous avez remarqué quand même qu'on passe toujours 5-10 minutes sur Carlos Ghosn, sur Tavares, sur tous ces gars-là, mais en face, l'analyse, le temps pris pour montrer vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, elle n'est pas là. Le contre-champ n'est pas là. Il y a un champ, mais il n'y a pas de contre-champ. Ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Je voulais, par rapport à deux films, vous parliez de Merci Patron il y a une seconde, Merci Patron qui est au centre de l'activité de Nuit debout, en tout cas qui a été à l'origine. Là, pour le coup, c'est un film qui fabrique une situation.
Vous êtes dans l'observation d'une situation. Quels sont ces deux cinémas qui se juxtaposent? Je crois que c'est deux propositions différentes, sur le fond comme sur la forme, je dirais. C'est une critique, les deux sont une critique de ce qui se passe en ce moment dans la société française, mais avec deux propositions différentes, deux propositions de cinéma différentes. Un avec quelqu'un qui chemine, un Robin des Bois qui crée une situation et la développe pour faire une démonstration. L'autre qui prend des héros du quotidien pour montrer la capacité de chacun à prendre ses affaires en main. Et c'est un peu la question qui se pose aussi dans les luttes actuelles. Est-ce qu'on cherche des leaders? Et il y a beaucoup ça dans les débats que je fais. Oui, mais alors il n'y a pas de politique possible, il n'y a pas d'hommes politiques qui vont nous sortir d'affaires, etc. Quel leader serait bon? Et puis, un autre film qui dit, faisons-nous confiance. Cherchons pas de leader, faisons-nous confiance. Et les deux sont ensemble. Et je trouve que c'est une belle ambiance de l'époque, de ces deux propositions-là. Jacques? Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup troublé dans Merci Patron, c'est la façon dont petit à petit, ces gens qui ont dit on va faire une fiction, on va arranger, on va monter un coup. Petit à petit, par le fait qu'ils montent un coup, donc par le fait qu'ils sont les acteurs de leur propre âme, se mettent à être de vrais acteurs, de formidables acteurs. Et ce fait qu'ils soient des formidables acteurs, ils retrouvent une forme de respect d'eux-mêmes. Ils commencent à se laver les cheveux. Il y a quelque chose d'absolument admirable dans la façon dont ils se transforment. Et ils deviennent des acteurs admirables de cette farce qui est mise en place. Ouais, c'est inouï, ça. On va écouter un peu de musique et on va continuer la conversation. Mais je voulais reprendre un plan de votre film à la fin. Donc c'est 2012-2014, hein, ces 2 années, à la clôture du plan social. Donc je rappelle, c'est PSA, c'est Aulnay-sous-Bois. À la clôture du plan social, 1108 salariés sont repris dans le groupe sur les 2270 promis, hein, dont 627 salariés à Poissy sur les 1200 promis. 55 salariés sont embauchés à la SNCF, à la RATP, etc. En fait, on avait promis 300 réembauches. 10 postes sont créés dans le cadre de la réindustrialisation du site sur les 1500 promis. On avait promis 1500 créations de postes, on en a créé 10. 1227 salariés ont été licenciés. Voilà. Et encore, il y a eu une lutte. Et encore, il y a une bagarre pour qu'au moins on impose qu'il y ait des reclassements. C'est-à-dire que c'est... Et pourtant, encore une fois, l'idée qu'il y aurait 1500 reclassés et 1500 dans la réindustrialisation n'a jamais été démentie par personne. Et d'ailleurs, on le voit à la fin du film où Montebourg a appris la semaine dernière que ça n'était pas le cas au bout d'un an de bagarre. Ça peut plus durer. Musique. Alors ça peut plus durer, c'est au moment de la grève, et c'est un rappeur, Cash Léon, hein, qui a fait de la musique dans l'usine en grève, et ça donne ceci, musique. Tout est parti d'un document, trouvé je ne sais où, parlant d'une usine et d'un avenir sous verrou. Bien sûr qu'il y a malaise quand il parle de reclassement, écran de fumée aussi dangereux qu'un gaz d'échappement. Fond d'espoir réduit à néant, au rythme de leur discours bien ficelé culpabilisant. Pendant que le monde tourne comme leur moteur, le nôtre s'effondre au profit de certains saboteurs. Braquage verbal, menteur depuis le début. Notre patron a plus de vices que les dealers de nos rues. La colère monte, y a trop de mépris et d'arrogance. Nos jobs ont le même horizon qu'un condamné sur la potence. Quand on se tue à la tâche, la fermeture est indélébile. Une cicatrice qui saigne sur de nouveaux bidonvilles. Dans leur annonce, ils parlent de sacrifice. Nous c'est pas de la peau du lion qu'on se souvient mais de ses griffes. Tristesse, colère, inquiétude, sacrifice, déprime, malaise. Ça peut plus durer. Mépris, mensonge, arrogance, actionnaire, escroc, relâchement. Ça peut plus durer. Profit, esclave, stress, chômage, pression, flottement. Ça peut plus durer. Vous êtes prêts à aller jusqu'où? On lâche rien. Jusqu'au bout. Quand il s'agit d'indemniser, le lion est un rapace. Les émotions s'entrechoquent, on se doit de limiter la casse. On mène plus à la baguette ceux à qui on promet des miettes. Y a trop de contre-jours sur nos enfants qui déforment leur silhouette. Avare, varin,
responsable véreux, il quadruple son salaire et dit que le coût du taf est fiévreux. Aucune usine devrait fermer grâce à l'argent public. L'État ose dire qu'il n'y a pas de secteur privé dans ses rubriques. Y a de l'inquiétude, menteur d'un jour, menteur toujours. Y a des larmes et y a des malaises que n'arrange pas le compte à rebours. On le savait tous mais c'était pas d'actualité. Et y a pas plus dangereux qu'un animal qu'on vient de blesser. PSA a distribué 200 millions de dividendes à ses actionnaires. Ceux qui fabriquent les richesses, ceux qui fabriquent les profits, c'est pas les actionnaires, c'est nous. Tristesse, colère, inquiétude, sacrifice, déprime, malaise. Ça peut plus durer. Mépris, mensonge, arrogance, actionnaire, escroc, relâchement. Ça peut plus durer. Profit, esclave, stress, chômage, pression, flottement. Ça peut plus durer. Vous êtes prêts à aller jusqu'où? On lâche rien. Jusqu'au bout. PSA, politique au service d'actionnaires. PSA, patron saboteur d'avenir. PSA, politique au service d'actionnaires. PSA, patron saboteur d'avenir. Tristesse, colère, inquiétude, sacrifice, déprime, malaise. Ça peut plus durer. Mépris, mensonge, arrogance, actionnaire, escroc, relâchement. Ça peut plus durer. Profit, esclave, stress, chômage, pression, flottement. Ça peut plus durer. Vous êtes prêts à aller jusqu'où? On lâche rien. Jusqu'au bout. C'est une autre manière d'évoquer le conflit aussi. Est-ce que vous aviez un objet avec vous, Françoise? Oui, je vous ai ramené parce que comme on dit que les ouvriers ils déchirent les chemises, tout ça, donc je vous ai ramené un t-shirt parce qu'ils les fabriquent quand ils sont en lutte plutôt qu'ils les déchirent. Il a écrit quelque chose sur ce t-shirt. Ouais, voilà, c'est leur t-shirt. Voilà, c'est leur t-shirt. Hein. Voilà, donc on se battra comme des lions. Voilà, c'était leur slogan, c'est pour ça que j'ai repris le Comme des lions, et c'est un dessin d'un dessinateur, comme quoi on peut aussi faire des ponts entre les créateurs et les Est-ce qu'on doit se sentir... Comment est-ce qu'on peut être solidaire, Jacques? Parce que quand je vous vois sur scène, dans plein de spectacles, etc., donc il y a une solidarité là qui est transcendée, qui est évidente, etc., etc., mais dans l'urgence dont vous parliez tout à l'heure, dans l'urgence de retrouver, de redonner à chacun une parole, hein, c'était ça que vous disiez. Comment est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est Nuit debout? Est-ce que c'est une piste? Est-ce que c'est encore dans le politique? Est-ce que c'est encore à l'extrême gauche, par exemple? J'ai la vague impression que ce serait plutôt, de toute façon, du côté de l'extrême gauche, mais malgré tout, non, plus précisément, j'ai la sensation qu'il s'agit d'abord d'agir à son tout petit niveau dans sa propre vie, dans le respect de tout, des choses, des gens, de la nature, le respect de la nature est tout aussi important que le respect de la personne humaine. On nous parle des lacs pourris, mais une usine avec des gens que l'on pourrit, c'est tout aussi grave. Donc ça doit tout autant se respecter. Je pense que c'est pas qu'une prise de parole. Moi, il m'est arrivé de me détester à la sortie de mes gueulantes en me disant « Oui, tu gueules, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu exerces un théâtre, qu'on le veuille ou non, c'est pas péjoratif, un théâtre bourgeois, institutionnel, théâtre public ou théâtre privé. Et qu'est-ce que tu fous ? Où est ton action réelle ? Ça ne veut pas dire grand-chose. Le théâtre n'envoie pas de message, le théâtre ne fait pas bouger les choses. C'est les choses qui feront bouger le théâtre. Voilà, bon. Et donc, voilà, et je me dis, ben non, la seule chose, c'est une action très, très, aussi petite soit-elle, mais à son propre niveau, avec son voisin, avec son entourage, dans le bistrot en bas, en se déplaçant, en bougeant, voilà. Et il y a des choses qu'ils font plus que moi, et moi j'essaie maintenant petit à petit. Par exemple, prenons le problème des réfugiés, qui est une des choses les plus désolantes, les plus tristes que j'ai vues.
je suis certain, au-delà du respect qui consiste à leur parler lorsqu'on les rencontre ou qu'on les croise, mais si tout le monde faisait, mais ne serait-ce que l'effort de ou les prendre à bouffer pendant 1 heure ou 2, ou même de les loger si on peut, le problème il est tout de suite résolu. Enfin, je veux dire. Or là, tout le monde fait des grands hurlements, des grands trucs. Il construit des murs. Ou alors dit on construit des murs. Voilà. Donc Trump et les autres, c'est pareil. Hein. Le mur du Mexique, c'est pas plus dégueulasse que les propositions d'une certaine catégorie de Français, quoi. Voilà. C'est absurde, pour en revenir à Beckett, tout ça. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le personnage qu'a imaginé Beckett à la fin des années 50 et dans ce personnage en 3 temps, enfin, ou dans ce théâtre à 3 temps, hein, un théâtre qui est un théâtre de pantomime. Moi, ce qui me frappe énormément dans cette pièce et la façon dont elle est construite, c'est que finalement, pourquoi elle touche tant alors que j'avais peur que des rangs entiers foutent le camp, parce que j'avais peur du silence. Et Peter Stang m'a appris à avoir confiance dans ce silence, ça c'est très important. Mais pourquoi ça nous touche ? Parce que tous, nous faisons sans magnétophone, mais avec une machine magnétophonique à l'intérieur de notre cerveau. Ce travail que fait cet homme, car pour résumer, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'enregistre à chacun de ses anniversaires et il comptabilise ou il essaie de mémoriser ce qui a été important pour lui. Et il laisse d'ailleurs la surprise même de l'inconscient et de la mémoire se faire. Et après, ce qui est toujours une première ou une dernière bande, il se met à réécouter certaines bandes. Et là, c'est ça que je trouve, moi, qui me fascine et qui me désespère le plus, mais c'est toute l'ambiguïté de l'acteur, c'est qu'on est très content d'être touché et abîmé, parce qu'on se dit, je vais être encore mieux. C'est complètement paradoxal. C'est un paradoxe qui est de pire en pire chez moi. Mais je crois que tous les acteurs connaissent très bien ce phénomène. Et ce qui est très terriblement touchant, l'un des autres grands scandales de l'existence, c'est cette décrépitude annoncée, évidente, ce grand naufrage de l'âge, dont parlait beaucoup de gens, et qui, quoi qu'on fasse, même si on s'apaise, même si une philosophie débarque, il y a quelque chose qui s'use, qui s'abîme, le corps s'abîme, le désir s'en va. Il ne reste qu'une immense nostalgie de quelque chose. Mais au moment où on veut réécouter ce que l'on a été, on se dit, je ne suis pas celui qui a été, je ne suis pas encore celui qui est, je suis entre les deux, et qui suis-je ? Nous sommes toujours à cette espèce dans cette espèce de maniement de la mémoire en permanence, quoi. Et quand il voit les certitudes, je crois que c'est ça le grand thème, l'un des grands thèmes de Beckett là-dedans, et qu'on retrouve partout, c'est qu'il n'y a rien de pire que la certitude, que la soi-disant clairvoyance. C'était clair à 40 ans, à la crête de la vague, tout est clair. Et là, il déteste la clarté, car il sait qu'elle est quasiment impossible. Et ne lui reste plus qu'une toute petite histoire d'amour où la nature, finalement, fait tout le travail, même l'amour, puisque c'est elle qui fait bouger les corps. Et notre besoin de consolation est impossible à rassasier, n'est-ce pas, hein ? Voilà. Bon. Extrait, regardez. Difficile de croire que j'ai jamais été ce petit crétin. Cette voix, mon Dieu, et ses aspirations, et ses résolutions. Boire moins, notamment. Les statistiques. 1700 heures sur les 8000 et quelques volatilisés, rien que dans les débits de boissons. Plus de 20%, disons 40% de sa vie de veille. Plan pour une vie sexuelle moins absorbante. Dernière maladie de son père, poursuite toujours plus languissante du bonheur, fiasco de la défécation, ricanement sur ce qu'il appelle sa jeunesse et rendant grâce aux dieux qu'elle soit finie. Fausse note, là. Ombre de l'opus magnum. Et pour finir, un jappement à l'adresse de la Providence. Que reste-t-il de toute cette misère ?
fille dans un vieux manteau vert sur un quai de gare. Non. Quand je regarde en arrière... C'est bizarre. Je comprends que vous ne vous reconnaissiez pas. Ouais, c'est dur à reconnaître. Quatrième temporalité, là, parce qu'il y en a déjà 3, alors maintenant il y en a 4. Ça fait... Alors, par rapport à la manière dont on vous voit affublé d'un faux nez très clownesque, et par rapport aux différentes possibilités qui ont été proposées au fil des années, que ce soit avec Minetti, Maggi, Varillo, Pinter, Robert Wilson, comme on le voit dans le... Dans le catalogue, j'allais dire, délibérément, Peter Stein a choisi le côté clown. Oui, il a choisi, et il insistait beaucoup là-dessus, la toute première version. Ouais. Donc peut-être la toute première intuition de Beckett. Stricte. Beckett, la toute première chose la première mise en scène qu'il a fait, les premières indications qu'il a fait, il a dit, c'est un clown qui petit à petit, où l'homme apparaît petit à petit, mais c'est un clown. Les bananes, c'est Beckett. Le rythme des clés, c'est Beckett. Les 3 coups d'alcool, 2 coups d'alcool, 1 coup d'alcool, 1 grognement, pas 2, 2 grognements, pas 3. Tout est écrit. La partition est là. Et pourtant, malgré l'extrême précision de cette partition, il y a toute la place pour un très grand metteur en scène et pour un acteur qui le suit. Voilà. Comment vous vous sentez dans cette... c'est comme les sociétés, quoi. J'ai envie de dire qu'il n'y a rien de pire pour un acteur que l'anarchie. C'est terrible. On ne se sent pas libre du tout dans un rapport anarchique avec le monde. Et que là, comme c'est extrêmement structuré, extrêmement précis, que la pensée est clarifiée. C'est-à-dire que je crois que c'est ça qui est important. C'est quand la pensée est claire, quand quelqu'un vous a expliqué des choses. Quand Stein a mis une énorme loupe sur ce texte, sur Beckett, moi, jamais je ne me suis senti aussi libre. Alors d'autres vont dire il y a le masque. Bon, c'est vrai que le masque y est pour beaucoup, mais je n'ai pu ingérer ce masque que parce que je comprends. Tout m'a été donné clairement. Voilà. Vous aimez les bananes? Oui, en plus j'ai de la chance que j'aime bien les bananes. Non, mais c'est magnifique parce que par exemple Beckett a cette chose formidable. Il dit il y a 2 voix. La voix du jeune homme de 39 ans est solennelle, c'est lui qui le dit. Et en effet, il y a presque une théâtralisation. 39 ans aujourd'hui, solide comme un. Il parle un peu comme ça, très sûr. La certitude amène parfois comme ça à la représentation. Et puis après, il dit voix fêlée. Et ce rapport entre la voix usée, fêlée, décrépite, abîmée, et cette voix soi-disant certaine, ça crée, je crois, en tout cas pour ce qui une émotion théâtrale tout à fait remarquable, quoi. La dernière bande de Krapp, c'est au Théâtre de l'Œuvre. Je voudrais qu'on reste au Théâtre de l'Œuvre une seconde, parce que y a un très beau texte dans... Ouais, de Frédéric Franck, quand même. De Frédéric Franck, hein, parce qu'il a repris le Théâtre de l'Œuvre. Alors, symboliquement, il a repris en jouant cette pièce, et il termine... Parce Oui, il avait pris une mise en scène de François avec un très grand acteur... Merlin, Serge Merlin. Oui, avec Merlin. Et puis il a fait 4 années, il voulait en faire 10, mais l'économie n'a pas suivi. Il le reconnaît lui-même, c'est un échec. Il a essayé d'instituer ce qu'il appelait, pour reprendre les expressions de Dulin, d'Hébertot, etc., un théâtre d'art. Et c'est de plus en plus difficile et il n'y a pas réussi. Je vous lis ce qu'il écrit, hein, parce que je trouve que c'est intéressant de voir comment... là, pour le coup, on parle de théâtre privé, donc quelqu'un qui se bat et qui a une exigence. Hein, il écrit ceci. Sur une vingtaine de spectacles produits, la moyenne était de jouer devant 133 spectateurs pour le travail d'artiste dont l'excellence était pourtant très largement reconnue. Je passe sur les salles de 50 personnes, voire moins, pour des spectacles hautement estimables si j'en crois les observateurs. Les beaux, vrais et pleins succès de Un amour qui ne finit pas et Qui a peur de Virginia Woolf en 2016 n'ont mobilisé en moyenne que 183 spectateurs par représentation pour le premier et 181 spectateurs pour le second. L'erreur que j'ai sans conteste commise est de croire qu'une salle de 350 places était 2 fois plus facile à remplir qu'une salle de 700, comme la Madeleine, le théâtre de la Madeleine qu'il a dirigé précédemment. Cette mathématique est simpliste et n'a pas droit de citer dans notre discipline. Il est toujours très difficile de remplir une salle, quelle qu'en soit la jauge, mais sachant cela, qu'aurais-je donc dû faire? Je n'avais pas la possibilité de compenser l'exigence dont j'avais fait mon cahier de charges en alternant avec des propositions plus attractives commercialement, car ces dernières étaient toujours en quête d'un potentiel de recettes
plus important que celui que l'œuvre pouvait offrir. C'est triste, hein? Oui, en même temps, je pense qu'il faut se... Moi, j'ai l'impression qu'on assiste à une McDonaldisation du théâtre. Enfin, il y a une rupture d'équilibre, ce qu'il n'y avait pas avant dans le privé. Dans le privé, avant, il y avait une très bonne entente entre des très grands auteurs, un répertoire plus simple, etc. Bon, là, il y a une rupture d'équilibre totale. Mais en même temps, je me dis que il faut continuer à penser, il ne faut pas se dire la solution du théâtre d'art, c'est le théâtre public. Non, il y en a un peu marre de toujours se reporter sur les subsides publics. Il faut à tout prix, coûte que coûte, et je pense qu'il va y avoir, et sans doute de plus en plus, des volontés qui vont réanimer le théâtre privé. Moi, j'y crois beaucoup, parce que je pense qu'il va y avoir une dans l'exigence. Je pense que, oui, dans l'exigence absolue. Oui. Mais je pense que ça passe par plusieurs choses. Le répertoire, la qualité du travail, car il y a beaucoup d'acteurs qui ne méritent pas d'être sur scène, qui ne savent pas ce que c'est, qui ne sont pas des acteurs. Voilà. Donc on a droit à des choses totalement mélasses et minables. Et puis d'autre part, il y a aussi la pensée, repenser complètement le système économique du théâtre privé. Ça, je crois que c'est vraiment important. Dans quelle direction? Je pense qu'on vit encore sur des espèces de structures 19e avec la grande vedette qu'on paie des fortunes, avec tout ça. Et je crois qu'il faut vraiment réfléchir beaucoup là-dessus. Vous pensez que vous êtes nombreux à le faire? Je pense que... Non. Vous êtes nombreux à le faire? Je le souhaite, en tout cas. Je pense que c'est indispensable qu'on réfléchisse calmement à ça. Mais je crois que là, on est vraiment au bout de quelque chose d'assez dramatique. Quoi, ouais. Comment vous choisissez aujourd'hui? Vous avez toujours été quelqu'un de très exigeant. Vous avez été premier prix, vous avez refusé la Comédie Française. Enfin, ça, c'était il y a longtemps. Mais aujourd'hui, quels sont les textes qui vous intéressent encore? Enfin, non, c'est peut-être la question. Non, mais alors, metteur en scène, vous avez fait du cinéma, etc. Mais qu'est-ce qui vous surprend encore dans les textes? Je vais vous surprendre. Je voudrais absolument... moi, ce qui compte pour moi, ce sont les gens avec lesquels je travaille un texte, avec lesquels je fréquente un texte. Donc Peter par exemple. Voilà, c'est le point de vue adopté soit par une équipe, soit par une équipe réunie par un grand metteur en scène. J'ai une tendance, qui est une tendance, c'est un défaut que je m'accorde. Je suis plutôt pour que l'arbre bourgeonne, il faut des racines. Mais là, je suis un peu plus du côté des racines des bourgeons. Mais il n'en est pas moins vrai que j'essaie de plus en plus de... Lorsque j'étais directeur, je l'ai un petit peu fait, pas suffisamment à mon goût. Et maintenant, j'essaie, comme ça, par le biais de projets, de solliciter des nouvelles écritures, parce que je pense que c'est extrêmement important. Mais n'oublions pas non plus que la mise en scène peut être aussi une nouvelle écriture. Pas forcément sur les textes classiques, mais dans les montages, dans tout ça. Je voudrais vous montrer quelque chose, et on en parle après. D'accord, hein, donc on va justement parler d'arbres, de racines et de branches. Extrait, regardez. Je voudrais faire du cheval dans le désert, être un peu Jack London. Hortense, viens à la mer avec moi. À la mer? Le prochain train pour la côte normande, c'est quand? Demain matin. Ah, il n'y en a pas maintenant, là? Je viens de vous le dire. Bonsoir. Bonsoir. Tu fais quoi dans la vie? Je suis... Jérôme, je fais quoi dans la vie? Astronaute. Devine. Je sais pas. Musicien? Médecin. Ah bon? Ça serait bien qu'on se revoie quand même. Je peux prendre ton numéro si tu veux. Plus de batterie? Menteuse. Je suis pas beau? Je te plais pas? Non. Excuse-moi Antoine, je suis désolé. Et on m'a dit que tu disais. Ferme ta gueule. Qu'est-ce que vous faites chier pour de l'air? Vous êtes plein de coke là. Tu dis pas là. Mais tu sais quoi, t'as raison, on est tous des connards, toi t'es un mec libre. T'as une sale gueule. Putain, en plus j'ai rendez-vous avec une fille. C'est pour la bonne qui ça? Ouais. Tirer la langue. Quand je ne dors pas, Ah, c'est bon. Oui, non, ça va. la nuit n'en finit plus. Il y a un Weber... Ah ben, il y a tous les Weber dedans. Il y a tous les Je veux Weber. dire, il y a Stanley, acteur, il y a Jacques Weber, le gros.
Et puis le réalisateur qui est Tommy. Et ça me touche beaucoup que vous montrez ce film, parce que je trouve, et Dieu sait si j'ai toujours peur quand mes enfants s'expriment, quoi que ça se... Et vraiment, je trouve ça un très 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 beau film. C'est un film... L'idée, c'est avoir une nuit pour aller voir la mer. Voilà. Hein, pour trouver l'argent pour aller voir la mer. Voilà. Je pense que c'est un film qui a de la qualité, qui est tellement belle et tellement rare d'un cinéaste, et qui a un style, qui a une écriture, qui a une ambiance, quoi. Ça c'est très très important, quoi. Il y a un monde, voilà, il y a un monde dans ce film. Voilà. Des mots de minuit. Alors chez Beckett, il y a le mot viduité. Hein, c'est très drôle. L'état du veuf. Hein, bon. Viduité. Et puis là, pour le coup, l'expression qui irait bien avec ce que vous venez de dire, c'est avoir de qui tenir. Oh, j'ai pas du tout c'est très bizarre. Moi, je suis très un peu pudique par rapport à ça. Je me dis non, ne parlons pas de qui doit ou pas tenir ou pas tenir. Je sais pas. Mais quand même. Ce que je trouve, c'est que j'ai, disons que d'avoir abrité ces bébés, après ces ados et après ces enfants, ces grands enfants et puis ces hommes chez moi, je suis vraiment heureux. Oui, je suis très touché. Oui. Oui, je suis touché parce que c'est pas des cons. C'est bien. Donc voilà, donc ça aurait pu ne pas être le cas. Vous avez eu la bonne parole? Non, j'en sais rien. Ma femme y est pour 99% et moi peut-être pour 1%. Non, mais je veux dire, savoir dire, transmettre. Non, mais bien sûr. Hein, bon. Mais voilà, en tout cas... Est-ce que vous avez un objet avec vous? Je me suis dit que c'est en ce moment l'objet qui me... Enfin, c'est pas un objet du tout. C'est un bouquin que je suis en train de lire, mais je trouve que maintenant, le bouquin qu'on lit, c'est le bouquin objet, c'est celui que je traîne partout dans ma poche, qui déforme mes poches, je me fais engueuler, etc. Et là, c'est L'orgie perpétuelle de Vargas Llosa, qui est un essai sur Madame Bovary. Et comme on m'avait demandé d'écrire une préface sur Madame Bovary, ce que j'ai fait, après, j'ai eu envie, bien évidemment, j'ai relu le bouquin, et en lisant le bouquin, ça m'a rebouleversé complètement, et j'ai appris que Vargas Llosa avait écrit un bouquin, et c'est absolument vertigineux, et je trouve ce titre merveilleux. Pour s'échapper de l'ennui, plongeons dans la littérature comme dans une orgie perpétuelle. C'est Flaubert qui dit ça. Absolument. Vargas Llosa, grand auteur. Ah oui, grand bonhomme. Grand auteur latino, Conversation à la cathédrale. Voilà, exactement. Voilà. Qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit votre voisin, Françoise? De ce qu'a dit mon voisin? Oui, celui-là. Que c'était un vrai travail quotidien de porter une telle pièce, et que l'intérêt du travail, c'était que ce soit collectif aussi, d'avoir un metteur en scène, d'avoir des gens avec qui on travaille, c'est ça qui donne la dimension humaine au travail. Moi, c'est ça que j'ai entendu. Tout travail est collectif, même si la création est solitaire, mais tout travail est... Et puis, voilà. Et l'autre chose, c'est qu'il faut trouver si le théâtre veut exister, il faut qu'il invente aussi des formes économiques différentes. Et donc, c'est à ça que les gens de théâtre doivent travailler. Comme voilà, il y a des interrogations pour tout le monde. Qui bouge beaucoup, mais l'info n'en parle pas, parce que l'info est très jacobine aussi. C'est un peu gênant, ça. Mais il y a un théâtre, ce qu'on appelle le théâtre de rue, le spectacle vivant, est une chose qui existe de plus en plus magnifiquement. Par exemple, Nuit debout en est l'expression, non mais c'est vrai. Et ça, c'est plein d'espoir, je trouve. Ça, c'est formidable. Vous êtes allé à Nuit debout? Vous êtes allé traîner? Je suis comme ça, je me suis promené, mais j'ai toujours peur qu'on vous reconnaisse. Très bêtement, oui, qu'on m'interroge. C'est bizarre, parce qu'avec vous, je m'exprime assez librement, et ça me panique quand on me surprend comme ça. Je sais pas pourquoi. C'est un défaut. Et vous, Françoise? Je suis allée, ils ont passé un extrait de ce film-là, et puis là, il y a beaucoup de Nuits debout qui passent un extrait de Comme des lions, et là, moi, je vais leur proposer un autre film que j'avais fait il y a 10 ans, juste avant les émeutes, qui s'appelle Des gens comme nous, et qui sont sur les violences policières. Merci à l'une, merci à l'autre. Merci à vous. Merci d'avoir été dans desmotsdemunuit.fr, sur la plateforme numérique de France Télévisions. C'est la fin de cette émission. On se retrouve dans une quinzaine. Merci de nous avoir suivis. Tout est en ligne avec beaucoup d'autres propositions. Et on terminera classiquement en disant que la peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis, par exemple, et qu'il y a toujours surpopulation dans les prisons françaises. À bientôt. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu.
Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus, alors quelle importance le nom du bal perdu.